parler de newsletter et on va parler de Sendinblue. Il y a plein de logiciels, plateformes qui vous permettent d'envoyer des newsletters, d'envoyer des mails. On prend Sendinblue parce que c'est celle qu'on utilise chez Monsieur Lucien et qu'on aime bien recommander à nos clients. Auparavant, on était sur Mailchimp, qu'on utilisait beaucoup. On est passé sur Sendinblue pour différentes raisons. Sendinblue, déjà, c'est français, donc on a une petite préférence, évidemment, si on peut faire tourner une boîte française. Sendinblue est assez regardant vis-à-vis de la RGPD, donc on va y revenir rapidement, mais c'est quelque chose qui nous plaît aussi. Et puis, sur la version payante, le modèle de Sendinblue est plus accessible, entre guillemets, que le modèle de Mailchimp, même si sur la version gratuite, un Mailchimp va peut-être proposer plus de choses. Donc voilà. Bref, vous pouvez utiliser, peu importe la solution que vous utilisez, vous allez voir qu'on va retrouver à peu près les mêmes façons de fonctionner. On est parti. Dans un premier temps, je voulais vous donner quelques statistiques sur les mails. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans le monde, on a 156 millions de mails qui sont envoyés en 1 minute. Alors, c'est les statistiques de 2018, donc ça a probablement évolué. Mais voilà, c'est tout simplement énorme le nombre de mails qu'on peut envoyer en 1 minute. En B2B, il y a 57% des professionnels qui reçoivent plus de 10 emails publicitaires par jour, contre 61% en 2018. Ça, c'est des chiffres actualisés sur 2019. Donc, effectivement, vous en recevez vous aussi des emails publicitaires presque tous les jours. En 2019, 97% sont consultés sur ordinateur, 46% sur smartphone, 11% depuis une tablette. 50% des professionnels ouvrent des emailing dans le but évidemment de s'informer. Et puis, on a 88% des internautes qui consultent leur courrier électronique au moins une fois par jour. J'imagine que c'est votre cas. On regarde nos mails très régulièrement. Point très important, c'est la personnalisation de l'objet, qui est le facteur d'ouverture principal pour les internautes. D'où l'importance, lorsque vous travaillez un emailing, de penser à l'objet que vous allez envoyer. C'est ça qui va donner envie, très clairement, à votre destinataire d'ouvrir ou non votre email. Je vous donne quelques chiffres qui sont communiqués par Sendinblue, qui font des statistiques sur, en gros, quels sont les taux d'ouverture moyens et les taux de clic moyens. Taux d'ouverture, c'est le fait que vous cliquiez pour ouvrir un mail, d'accord? Et le taux de clic, c'est le fait qu'à l'intérieur de ce mail-là, vous puissiez cliquer sur un des liens ou un des boutons dans ce mail-là. Quand on est en B2B, on a un taux d'ouverture moyen en France qui est de 23% et un taux de clic de 3,5%. Et en B2C, on a un taux d'ouverture qui est souvent plus fort, c'est normal, de 29% avec un taux de clic de 4,2%. Alors attention, c'est uniquement une moyenne. Ça ne prend pas en compte pour l'instant différents secteurs d'activité. Et puis, ce qu'il faut regarder par rapport à vous, c'est surtout l'évolution en fait, de ce taux d'ouverture moyen. Parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la qualité de votre base de données, ça dépend de sa taille, ça dépend de votre contenu, évidemment. Donc, ne vous fiez pas uniquement à ce taux d'ouverture, à ce taux de clic moyen. Essayez plutôt de regarder l'évolution quand vous envoyez des emailing, des newsletters, de ce taux d'ouverture et de ce taux de clic. On a différents types de campagnes. Typiquement, ils ont identifié 2 types de campagnes, il y en a d'autres, mais l'acquisition et la fidélisation. L'acquisition, c'est quand vous voulez acquérir de nouveaux clients, d'accord? Donc souvent, c'est sur des prospects qui peuvent être froids, entre guillemets. On envoie un mail à des personnes qui ne vous connaissent pas pour qu'ils deviennent clients. Donc là, forcément, le taux d'ouverture est plus faible. C'est assez simple. Demain, vous n'avez pas entendu parler de Monsieur Lucien, je vous envoie un email, vous ne me connaissez pas. Il y a beaucoup moins de chances que vous cliquez dessus. Par contre, vous avez donné votre accord pour être dans la boucle de Monsieur Lucien des emails et vous avez déjà fait appel à nos services. Potentiellement, quand je vais vous envoyer un email, il y a beaucoup plus de chances que vous l'ouvriez. Donc, on a un taux d'ouverture aux alentours de 10% quand c'est de l'acquisition, aux alentours de 30% quand on est plutôt sur la fidélisation. Et un taux de clic aussi qui est impacté en conséquence. Ils ont sorti aussi des statistiques par rapport à différents secteurs. On voit que sur le e-commerce, a priori, le meilleur jour d'envoi identifié, c'est le mercredi à 10h. En B2B, c'est plutôt le jeudi entre 8h et 10h. Là aussi, faites attention, je vous donne ces chiffres à titre indicatif. Bien sûr, il faut tester, en fait, tout simplement, différentes heures d'ouverture, différentes heures d'envoi, différents jours d'envoi pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. On a différents types d'emailing, d'accord? On a l'email marketing, souvent pour recruter de nouveaux clients, on veut faire de l'acquisition. On a l'email de fidélisation. Vous avez une base de données de clients. Alors, Jean-Philippe me pose la question, c'est des stats sur la France que je vous donnais à l'instant qui sont réalisés par Sendinblue. L'email de fidélisation, c'est auprès de clients qui vous connaissent ou d'ambassadeurs, de personnes qui ont l'habitude d'entendre parler de votre marque, de votre entreprise. On a bien sûr l'email transactionnel. Transactionnel, c'est quoi? C'est la confirmation d'une action. Vous vous abonnez à une newsletter, à un blog, vous réalisez un paiement, vous avez un mail de confirmation. Donc ça, c'est l'email transactionnel. Évidemment, c'est un email qui est important, qui a des taux d'ouverture plus gros.
mais qui sont juste des confirmations d'une action. On a bien sûr l'automatisation, ce qu'on appelle aussi l'automation en anglais. C'est des scénarios automatiques. Typiquement, quand vous vous êtes inscrit pour ce webinaire, vous avez eu normalement un mail de confirmation et un mail de relance hier et un mail de relance ce matin avec le lien. Tout ça, c'est automatisé, c'est programmé. L'idée, c'est qu'on anticipe ces emails pour que ça soit automatisé et qu'automatiquement, entre guillemets, ces mails soient envoyés. Alors, j'ai une question. Le jeudi est la raison pour que le jeudi, on reçoit plein de mails qu'on ne lit pas tout de suite. C'est possible, effectivement. Le jeudi, c'est potentiellement, comme on le voyait tout à l'heure, a priori, c'est un bon jour pour envoyer des emailings. Donc, ça peut être une des raisons. En fait, on part du principe que le lundi, ce n'est pas un bon jour parce que tout le monde rentre de week-end, qu'on arrive au boulot, qu'on a plein de mails à traiter et qu'on n'est pas dans une optique de s'intéresser à d'autres choses que l'essentiel. Le mercredi, c'est souvent la journée des enfants. Donc, potentiellement, les gens sont au bureau, évidemment, mais parfois ont des contraintes. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne journée. Le vendredi, les personnes ont souvent déjà la tête en week-end. Donc, après, il reste le mardi, le jeudi. Et a priori, dans les statistiques, le jeudi serait un peu meilleur. D'où, effectivement, peut-être ce que cela explique pourquoi vous recevez plus de mails le jeudi. Dans les différents types d'emailing, on a aussi le retargeting. C'est tout simplement lorsque vous êtes ciblé sur un site web et que vous allez recevoir cet email en fonction du site web que vous avez consulté. D'accord. Des sociétés qui font ça très bien, c'est du TripAdvisor, typiquement. Vous allez sur un site internet, vous allez sur le site de TripAdvisor, vous consultez par exemple des restaurants pour Marrakech ou des hôtels pour Marrakech. Comme par hasard, le jour d'après, vous avez un email qui vous dit hey, « vous n'avez pas encore trouvé ce que vous souhaitez pour votre séjour à Marrakech, sachez qu'il y a ça, ça et ça ». Ça fonctionne uniquement si vous avez un compte client. On ne peut pas vous recibler si vous n'êtes pas connecté avec un compte client sur le site internet en question. J'ai une question. Et pour l'étranger, les meilleurs jours? Ça, désolé, je n'ai pas les statistiques. Encore une fois, vous arrêtez pas trop par rapport aux statistiques. Je pense qu'on peut repartir du même principe que les statistiques françaises. Il n'y a pas de raison que dans certains pays, ça soit différent, même si bien sûr, chaque pays a ses contraintes. Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est de tester et d'adapter en fonction de tout ça. Petit focus rapide sur la RGPD. La RGPD, c'est quoi? C'est le RGPD, pardon, d'ailleurs, c'est le règlement de la protection des données au niveau européen. Ça répond à 3 objectifs. C'est de protéger, effectivement, d'avoir une réglementation commune et européenne sur la protection des données. C'est de donner aux citoyens le contrôle sur l'usage de leurs données et c'est de responsabiliser les entreprises sur le traitement des données. Je passe rapidement dessus, mais en gros, il faut que les utilisateurs, lorsque vous leur envoyez un emailing ou une newsletter, ils aient un droit de rectification, un droit à l'oubli, un droit à la portabilité et un droit à l'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros qu'un utilisateur doit pouvoir vous demander quelles informations vous avez sur lui et que vous devez être en mesure de pouvoir lui donner. Voici les informations que j'ai sur vous. Vous êtes en mesure de pouvoir supprimer ces informations facilement. Vous êtes en mesure de transférer potentiellement ces informations et lui transférer à lui. Et vous êtes potentiellement en mesure de lui donner un accès pour voir quelles informations vous avez. D'accord? Donc ça sous-entend évidemment que vous devez avoir un fichier à jour où vous pouvez accéder facilement et que ce fichier, vous ne le transmettiez pas à n'importe qui, évidemment. Point très important, lorsque vous envoyez une newsletter, un emailing, il faut avoir une base de données qualifiée qui a donné son accord. D'accord? Alors, c'est très important pour différentes raisons. Pour soigner déjà votre taux d'ouverture et votre taux de clic. C'est-à-dire que si la base de données est qualifiée à donner son accord, vous avez beaucoup plus de chances, effectivement, qu'il reçoive votre newsletter, votre emailing. Donc, ils ont beaucoup plus de chances de voir votre communication, et potentiellement après de réaliser une action, de faire appel à vous, etc. Donc ça, c'est très important. Et c'est très important aussi vis-à-vis du RGPD. C'est très important surtout dans le B2C. Dans le B2B, on verra que c'est un peu moins complexe que ça. Bien important de mettre à jour cette base de données. Une personne se désinscrit, automatiquement, elle doit se désinscrire de votre base de données. Si vous n'avez pas ce bouton, c'est déjà un gros défaut par rapport au RGPD. Mais il faut aussi avoir cette possibilité, si quelqu'un vous envoie un mail en disant « je veux être désinscrit », de le faire très rapidement. D'accord? Bien sûr, il peut y avoir des erreurs, ça peut arriver, mais faites preuve d'une totale transparence pour éviter d'avoir des soucis et potentiellement aussi d'être signalé à la CNIL. Alors, ne soyez pas trop effrayés par rapport à ça, c'est mon point de vue. Dans le sens où, effectivement, vous êtes une petite activité, potentiellement, vous n'allez pas avoir des contrôles de la CNIL du jour au lendemain. Mais mettez en place ces bonnes pratiques de façon à maximiser vos chances de réussite par rapport à vos newsletters. Est-ce qu'il y a des outils, des applis pour gérer une base de données? Des outils comme Sendinblue vous permettent de gérer typiquement vos bases de données simplement. Je vais vous montrer comment on fait. Est-ce qu'on doit déclarer à la CNIL d'ailleurs?
Alors, avant, on devait déclarer à la CNIL votre formulaire de contact, le formulaire d'inscription. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire de le déclarer à la CNIL. Si vous allez directement sur le site de la CNIL, il y a toutes les bonnes pratiques qui vont être recensées pour être sûr que vous traitiez bien vos bases de données. Point très important, vous devez avoir des opt-in, c'est-à-dire que les personnes doivent donner leur accord. Dans un monde vraiment en total respect du RGPD, il faut qu'une personne qui demande à s'inscrire par exemple à votre newsletter ou à recevoir de la communication valide le fait qu'elle s'est bien inscrite en cochant une case. Elle ne peut pas être cochée par défaut, d'accord. Cette case, donc elle doit la cocher, et une fois qu'elle la coche, elle doit recevoir un mail qui lui demande de bien confirmer comme quoi elle s'est bien inscrite à la newsletter, à l'emailing ou à recevoir des données, d'accord. Ça, c'est très important, et notamment en B2C. Pour le B2B, on a deux exceptions. Le consentement n'est pas obligatoire à deux conditions en B2B. À condition que la prospection soit en rapport avec l'activité exercée par le destinataire. D'accord. Donc, ce qui veut dire typiquement que je dis n'importe quoi, je suis une centrale nucléaire, si j'envoie un mailing à des boulangers, ça ne fonctionne pas, a priori. D'accord. Mais typiquement, en fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez effectivement envoyer un emailing à des personnes professionnelles à partir du moment où il y a un rapport avec l'activité exercée. D'accord. Pour être tranquille aussi, envoyer des emails sur des adresses pro uniquement et pas sur des adresses perso. Alors, parfois, effectivement, il y a des contacts professionnels qui utilisent leurs adresses perso. Dans ces cas-là, vous pouvez les utiliser. Mais en B2B, effectivement, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir ce consentement à partir du moment où, effectivement, le service que vous proposez a un rapport avec le destinataire. Et pour les clients existants, vous n'avez pas non plus besoin de leur consentement à partir du moment où vous communiquez sur des produits ou des services en rapport avec ce qu'ils ont acheté précédemment. Vous pouvez leur adresser des newsletters et des emails. Donc, c'est vrai que c'est un avantage en B2B pour pouvoir communiquer. On va rentrer dans le vif du sujet avec Sendinblue. Je vous parlais de Mailchimp parce que c'est une solution qui est internationalement connue, mais il y en a d'autres, Sarbacane, Mailjet. Bref, il y en a plein de différents qui fonctionnent tous à peu près de la même façon, avec des business models sur le prix, la version gratuite qui évolue en fonction de tout ça. Avant de créer votre campagne newsletter emailing, il faut définir votre objectif. Pour ceux qui ont suivi des formations chez Monsieur Lucien ou d'autres webinaires, vous savez que l'objectif, c'est quelque chose sur lequel on insiste à chaque fois. Ça ne sert à rien de faire une newsletter si vous n'avez pas un objectif derrière. Votre objectif, c'est quoi? C'est de vendre, c'est de générer du trafic sur votre site, c'est de la prise de contact, c'est de la conversion, c'est d'avoir plus de visibilité, des formulaires de contact. Bref, ça, vous devez le définir parce que ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans ce contenu et surtout, qu'est-ce que vous allez mesurer derrière. Une fois qu'on a défini cet objectif, l'idée, bien sûr, c'est de définir votre cible. La cible, c'est à qui je vais adresser mes mailings. Est-ce que ce sont des prospects? Est-ce que ce sont des clients? Est-ce que ce sont des partenaires? Est-ce que ce sont des prospects, mais j'ai différentes catégories de prospects? L'idée, en fait, c'est potentiellement d'avoir plusieurs cibles, ce qui va permettre de définir plusieurs listes de diffusion. Et en fonction de ces cibles et de ces listes de diffusion, adresser un message particulier. C'est évident qu'à vos clients, vous n'allez pas adresser le même message qu'à vos prospects ou qu'à vos partenaires. Donc, il faut créer ces différentes listes de diffusion de façon à adresser un message personnalisé. Et ensuite, vous allez donc créer votre base de données. La base de données, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va intégrer dans cette base de données, qu'est-ce qu'on va remonter dans cette base de données. Souvent, on remonte le nom, le prénom, l'email de la personne, potentiellement le sexe, le poste, la zone géographique, ça peut être le nom d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone. Potentiellement, vous pouvez récupérer vos bases de données depuis une autre plateforme et l'intégrer par exemple sur Sendinblue. Vous utilisez un CRM, vous utilisez par exemple Gmail pour envoyer des emails, vous pouvez exporter vos contacts et les réintégrer directement dans la plateforme. Je vais vous montrer comment on fait juste après. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser donc au contenu. Le contenu, c'est ce qu'on va intégrer directement dans votre emailing. Le texte, les images, les vidéos, les gifs, la ligne éditoriale, etc. En fait, la ligne éditoriale, c'est comment on va s'adresser tout simplement à votre cible et quel contenu on a à disposition pour pouvoir le relayer dans vos newsletters. Passons maintenant sur la plateforme. Alors, vous devez normalement toujours voir mon compte. Il me semble, je vais juste vérifier. Hop, ne bougez pas. Ok, normalement, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran Sendinblue? Donc, je continue. Hop. Super, on peut continuer. Donc là, vous arrivez sur le compte Sendinblue de Monsieur Lucien. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit sur le compte Sendinblue de Monsieur Lucien? On voit qu'on a
6312 contacts. Je ne voulais pas cliquer dessus. On a 6312 contacts. J'ai fait machine arrière. Attendez, ne bougez pas. OK. Il me donne des statistiques à peu près globales, d'accord, sur tous les emails que l'on envoie, etc., etc. Donc, il me dit qu'on a 6314 contacts, ouvreur 13%, cliqueur 2%, blacklisté 1%, d'accord. Donc ça, c'est mon tableau de bord de base. Ensuite, on va voir effectivement, et c'est ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est de voir justement mes listes de diffusion. Mes listes de diffusion, comment je les crée? En allant dans l'onglet Contact juste ici. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur l'onglet Contact, on va arriver ici et là, je vais retrouver mes 6312 contacts. Pour chacun, je sais à quel moment ils ont été ajoutés, quand est-ce qu'ils ont été modifiés, etc., etc. Par rapport à ça, j'ai ensuite différentes listes de diffusion. D'accord? On va retrouver par exemple les différents webinars qu'on a créés et les différentes personnes qui se sont inscrites aux différents webinars. Si je veux ajouter des contacts, c'est assez simple. Je peux cliquer ici, importer des contacts, d'accord, très facilement. Je clique là, importer des contacts, et donc j'arrive sur cet endroit. Quand j'importe des contacts, j'ai différentes possibilités. Soit je télécharge un fichier, qui est souvent un fichier CSV, donc c'est typiquement si vous avez exporté des contacts d'une autre plateforme, d'un CRM ou de votre boîte de réception, il vous génère souvent un fichier CSV que vous pouvez directement intégrer ici. Ou soit vous pouvez faire plus simplement un copier-coller de vos contacts via un tableau Excel, par exemple. Vous allez pouvoir copier-coller directement tous vos contacts et ensuite, vous allez pouvoir les intégrer dans votre liste de diffusion. Si je décide, par exemple, de copier-coller mes contacts dans ma plateforme, j'ai juste effectivement à faire un CTRL-C, CTRL-V, les copier-coller ici avec, par exemple, email, numéro de téléphone, la date de naissance, etc. Et ensuite, je vais pouvoir les intégrer dans une liste de diffusion. D'accord ? Là, vous voyez les différentes listes de diffusion de Monsieur Lucien. Donc, webinar, rédiger une newsletter efficace. Il y avait 86 personnes inscrites sur ce webinar. Webinar, créer une pub sur Facebook, Instagram, 83 personnes. Webinar sur 10 conseils, on avait 189 personnes, etc. Et on peut remonter sur les différentes listes de diffusion qu'on a créées par rapport à Monsieur Lucien. Et vous voyez qu'on a d'autres listes de diffusion, par exemple sur un salon, 46 contacts. Et on a la newsletter globale de Monsieur Lucien avec 5890 contacts. D'accord ? Donc, typiquement, là, vous avez toutes les listes de diffusion qui se retrouvent ici et qui ont été créées assez simplement. Donc, deux possibilités. Soit vous chargez un fichier CSV, soit vous copiez-collez vos contacts pour créer votre liste de diffusion. Une fois qu'on a fait ça, assez facilement, l'idée est de créer votre première campagne. D'accord ? Alors, quand vous êtes sur Sendiboo, il y a différents types de campagnes que vous pouvez créer. On va y revenir tout de suite. Là, on est sur la rédaction, c'est le sujet de notre webinar, la rédaction d'une newsletter classique. D'accord ? Mais on peut avoir des mails, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être automatisés ou qui peuvent être programmés. Vous voyez, par exemple, ici, on a un mail de remerciement par rapport au webinar, sur le webinar que vous êtes en train de suivre, que vous allez recevoir à 11h15, donc juste après la fin de ce webinar, où dedans, vous allez recevoir la fameuse enquête de satisfaction qui vous permet de laisser votre avis rapidement. Donc ça, elle est déjà programmée, elle est déjà anticipée et vous allez la recevoir dès que ce webinaire sera terminé. Donc pour créer une campagne, c'est tout simple. On va aller ici sur campagne et là, j'ai créé une campagne email. Quand je clique dessus, j'arrive sur cette nouvelle page où je vais pouvoir paramétrer ma campagne, ma newsletter. La première chose, c'est de donner le nom de votre campagne. D'accord ? Donc celle-là, je vais l'appeler par exemple Webinar Monsieur Lucien Newsletter. Et pour ne pas faire des erreurs, je vais l'appeler en amont test. Ça, c'est le nom de ma campagne. Le nom de la campagne, c'est uniquement pour vous, d'accord ? Ce n'est pas l'objet. C'est juste pour vous que vous puissiez effectivement vous retrouver dans toutes les campagnes que vous allez paramétrer. Ensuite, c'est l'objet. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que l'objet doit effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, doit donner envie aux personnes d'ouvrir votre email, d'accord ? Donc, dans votre objet, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Par rapport à votre objet, il faut essayer d'être incitatif, d'accord ? Il faut donner envie aux personnes d'ouvrir cet email, d'accord ? Vous pouvez potentiellement utiliser des emojis si vous le souhaitez, mais l'idée, effectivement, c'est de travailler sur un objet qui va parler à votre cible, d'accord ? Donc, typiquement, si je voulais annoncer ce webinaire, je pourrais mettre « Découvrez comment rédiger une newsletter efficace grâce
hop, pardon, à notre webinar. OK? Donc, typiquement, bon, est-ce que c'est l'objet le plus engageant? J'en sais rien, etc. Mais ça peut être un bon début, découvrir comment rédiger une newsletter efficace. Si j'envoie ça à tous mes clients, tous mes prospects qui ont déjà entendu parler de Monsieur Lucien, potentiellement, s'ils sont intéressés par le digital, ça peut leur parler. D'accord? Donc ça peut être effectivement intéressant. Et si je veux, je peux potentiellement venir ajouter en plus un emoji. Typiquement, on va prendre un emoji, par exemple, avec un ordinateur. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant l'emoji, notamment en B2C. Vous pouvez l'utiliser en B2B, mais attention, d'accord, quand vous l'utilisez, avoir quand même un contexte professionnel ou en rapport avec votre activité, évidemment. Une fois que j'ai fait ça, je peux choisir l'email de l'expéditeur. La plateforme Sendinblue, chez nous, elle est paramétrée pour envoyer des newsletters depuis 2 comptes. Le compte contact@monsieur Lucien, ça veut dire que là, c'est vraiment Monsieur Lucien qui envoie une newsletter, ou mon adresse mail personnelle, j'entends professionnel, mais chez Monsieur Lucien, lorsqu'effectivement je veux envoyer des newsletters ou des mails qui sont beaucoup plus personnalisés, précis à certaines personnes, et je ne veux pas que ça soit une newsletter plus classique. Une fois que j'ai fait ça, je peux personnaliser le nom de l'expéditeur. Le nom de l'expéditeur, c'est tout simplement, quand vous allez recevoir le mail, de qui il provient. Alors, je peux mettre Monsieur Lucien, ce qui paraît pertinent, mais si je l'envoie par exemple depuis Julien Tourme, bah, je vais peut-être plutôt mettre Julien Tourme, d'accord? Parce que c'est moi en tant que personne qui m'adresse à vous, d'accord? Si je mets Monsieur Lucien, pas de souci, je peux aussi modifier, mettre ce que je veux derrière, mais mettez plutôt le nom de votre activité, le nom de votre entreprise ou de votre marque. Vous pouvez ensuite personnaliser l'email de réponse, c'est-à-dire que si quelqu'un répond à votre email, sur quel email ça va apparaître. Alors, par défaut, c'est l'email sur lequel vous avez envoyé, mais je peux très bien mettre un autre email, d'accord? Je peux envoyer, par exemple, depuis l'adresse contact@Monsieur Lucien, mais si quelqu'un répond, je voudrais que ça soit sur mon mail Julien Tourme parce que c'est moi qui vais répondre à ce type de mail. Donc ça, c'est possible. OK. Personnaliser le champ du destinataire, ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher automatiquement. Ça va mettre l'email du destinataire. On peut activer le suivi Google Analytics. C'est tout simplement, si vous avez des statistiques sur votre site web avec Google Analytics, on va pouvoir mesurer et aller mesurer ensuite sur Google Analytics, est-ce que cette campagne a généré du trafic sur votre site? Et pour que ça soit plus lisible, vous pouvez, par défaut, il reprend le nom de votre campagne que vous avez paramétré au tout début, mais vous pouvez aussi personnaliser ce nom de campagne. C'est-à-dire que sur Google Analytics, je vais pouvoir retrouver, OK, cette newsletter, elle a généré combien de trafic sur mon site. Je ne rentre pas dans tout le détail parce qu'il y a plein de paramétrages, mais je mets uniquement ce qui me paraît intéressant. Vous avez une page de désinscription, c'est-à-dire que si une personne veut se désinscrire, évidemment, il faut qu'elle ait une page de désinscription. Vous pouvez créer et personnaliser votre page de désinscription, d'accord, pour avoir le contenu visuel, le texte que vous souhaitez, si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter évidemment une pièce jointe, bien sûr, et vous pouvez aussi intégrer directement les images dans le corps de l'email. Donc ça, c'est assez basique potentiellement. Et vous pouvez, alors ça, c'est si vous avez une IP dédiée. L'IP dédiée, en quoi ça consiste? L'IP dédiée, c'est tout simplement quelque chose que vous achetez à Sendinblue. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur une version gratuite de Sendinblue ou même sur les premières versions payantes, vous êtes sur des IP mutualisées. Qu'est-ce que ça veut dire IP mutualisé? Ça veut dire que potentiellement, quand Sendinblue envoie des emails pour mon compte, il utilise une adresse IP qui est aussi utilisée par d'autres comptes Sendinblue que je ne connais pas. Le souci par rapport à ça, c'est que potentiellement, je ne sais pas moi combien de personnes, combien de marques ou d'entreprises utilisent cette IP. Et donc, il y a peut-être 5, 10, 15, 20, 50 autres sociétés qui utilisent cette IP. Quel est le problème par rapport à ça? Le problème, c'est que les autres entreprises qui utilisent la même IP que moi, que je ne connais pas, ont peut-être des bases de données qui ne sont pas qualifiées, peut-être qu'ils envoient en masse, qu'ils n'ont pas des bonnes pratiques. Et le fait de faire ça fait que ça pénalise cette IP qui potentiellement est globale à plusieurs comptes Sendinblue. D'accord? Donc, quand vous utilisez une IP dédiée par Sendinblue, c'est-à-dire qu'elle est propre uniquement à votre entreprise, à votre compte Sendinblue, et donc vous avez beaucoup moins de risques, effectivement, d'être pénalisé et donc de vous retrouver dans les spams ou que votre contenu soit mal délivré. D'accord? Donc, l'IP dédié chez Sendinblue coûte, je crois, 100 ou 110 € par an. Donc, je vous invite effectivement à l'acheter. Une fois que vous l'avez, vous pouvez chauffer l'IP dédié. En fait, ce que vous propose Sendinblue, c'est plutôt que d'envoyer tous vos contacts d'un coup, ce qui est parfois mal vu entre guillemets par les boîtes de réception, c'est de fonctionner avec un quota initial. Par exemple, si je veux envoyer à mes
mes 5 ou 6 000 contacts que j'ai dans ma base de données. Je vais dire, OK, le quota initial, par exemple, c'est 1000 personnes. Et puis, je veux augmenter. Ensuite, chaque jour, je veux qu'il envoie, par exemple, à 20% en plus au fur et à mesure. D'accord? Donc, le premier jour, ça va être 1000, ça va être ensuite 1200, etc., etc. Ça va augmenter la diffusion chaque jour, ce qui évite d'être pénalisé ensuite par les boîtes de réception et d'être potentiellement considéré comme spam. Une fois que vous avez fait ça, vous avez paramétré tout ça, vous allez pouvoir passer dans la phase de conception. Alors, chose intéressante ici, tout en haut, vous avez aussi la possibilité de faire de l'A/B testing. Ça dépend du compte que vous avez chez Sendinblue. Sur le compte gratuit, vous ne pouvez pas le faire. Sur les premiers comptes payants aussi. Mais potentiellement, l'A/B testing, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de tester différents objets. D'accord? Typiquement, l'A/B testing, nous, on ne l'a pas sur notre compte, mais ça vous permet de tester différents objets. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, je vais pouvoir tester différents objets. Sendinblue va envoyer à 25% de mon audience et autre 25% de mon audience l'objet A, l'objet B, voir celui qui fonctionne le mieux. Et pour le reste de mon audience, il va prendre l'objet qui fonctionne le mieux pour l'envoyer au plus grand public. Annelle, à partir de combien de contacts considérez-vous utile de chauffer l'IP dédié? Peu importe. J'ai envie de dire peu importe. Je pense que vous pouvez le faire dès le début. Ce n'est pas forcément idiot, sauf si vous avez un contenu vraiment très urgent à envoyer. Sinon, si vous voulez une réponse, je dirais qu'à partir de 1000 contacts, on peut commencer à faire chauffer une IP dédiée. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez passer à la prochaine étape, la partie donc conception. La partie conception, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de réaliser le design de votre emailing, de votre newsletter. Alors par rapport à ça, vous avez différentes possibilités sur Sendinblue comme sur les autres plateformes. Les premières possibilités, c'est d'utiliser des outils de conception, mais potentiellement, vous pouvez utiliser des messages récents que vous avez envoyés, des campagnes récentes, ou des templates aussi que vous avez préalablement travaillés, des structures que vous allez pouvoir retrouver. Vous pouvez utiliser des outils comme l'éditeur drag and drop. En fait, c'est un peu comme un PowerPoint. Vous allez déplacer des éléments, ajouter des éléments. Vous pouvez avoir l'éditeur de texte enrichi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est si vous voulez envoyer un email, un emailing sous format un peu brut, comme si vous envoyiez un email assez classique, un email dans la vie de tous les jours que vous pouvez envoyer. Et bien sûr, si vous faites du code ou du HTML, vous pouvez coller votre code directement ici. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est plutôt l'éditeur drag and drop. Donc, si je clique dessus, je vais arriver sur l'éditeur et je vais pouvoir commencer à rédiger donc mon emailing et ma newsletter. On arrive donc dans l'éditeur. J'attends que ça charge un petit peu. OK. Donc là, nous sommes sur l'éditeur Sendinblue et je peux donc rédiger et créer ma newsletter. Vous voyez qu'on a des éléments sur la gauche, titre, texte, image, bouton, en-tête, bloc d'images, réseaux sociaux, pied de page, etc. D'accord? Donc tout ça, je vais pouvoir personnaliser. Donc par défaut, il m'a pris un template que j'aurais pu choisir auparavant et je vais pouvoir personnaliser tout ça. D'accord? Donc je vais pouvoir par exemple ajouter un logo puisque là, c'est ce qu'il me propose, mais potentiellement, ça peut être aussi une image assez basique que je vais pouvoir insérer directement. Et je vais pouvoir donc aller récupérer des images que j'ai chargées dans Sendinblue pour pouvoir les intégrer à cet endroit. Donc là, il est en train de charger les images de mon compte, mais je peux aussi aller récupérer une image directement sur mon bureau. D'accord? Je peux avoir des images que j'ai travaillées, qui sont intéressantes, des photos que je vais pouvoir intégrer directement à cet endroit. Autre possibilité, tous les éléments que vous retrouvez là sur la gauche, je peux les glisser et les insérer où je souhaite, du coup, dans mon éditeur. D'accord? Donc, il y en avait par défaut que je peux, par exemple, supprimer pour ajouter des nouvelles choses. Et là, pareil, je vais pouvoir insérer mon image et à chaque fois, il me recommande ou il m'incite à insérer une image avec le format, puisque c'est le format parfait pour correspondre au format qui est utilisé ici. D'accord? Donc, je vais essayer d'insérer une image. Désolé, là, il est un peu long à charger. En ce moment, on sait qu'on a des connexions un peu plus compliquées. Par exemple, je vais prendre l'image juste là. Hop, je la glisse et l'image va venir se charger directement dans l'éditeur et je vais pouvoir donc travailler comme ça ma newsletter. Autre possibilité, j'attends que l'image se charge, je peux aussi double-cliquer pour pouvoir modifier mon texte. Imaginons, si on reprend effectivement la newsletter pour annoncer mon webinar, je vais pouvoir
personnaliser et écrire mon contenu. Bonjour, vous êtes une entreprise intéressée par la communication digitale. Retrouvez notre, webinar avec la date, etc., etc., etc. Et ensuite, je vais pouvoir, potentiellement mettre le lien directement vers l'URL pour s'inscrire sur mon webinar. C'est ça qui va être intéressant. Pardon, je vais faire une faute de frappe. Notre webinar. Et c'est là où je vais pouvoir mettre le lien, par exemple, pour s'inscrire à notre webinar. Lorsque j'insère évidemment mon lien, ensuite, je vais pouvoir ajouter un lien hypertexte directement, c'est-à-dire que lorsque les gens vont cliquer dessus, ils vont être redirigés directement vers ce lien, vers le webinar ou vers le lien d'inscription. C'est exactement ce que vous avez reçu dans les newsletters de confirmation ou les newsletters qui vous envoyaient le lien pour vous connecter ce matin sur le webinar. Désolé, il y a des petits défauts liés à la connexion Internet. Hop, on va recharger ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vraiment customiser donc votre email comme vous le souhaitez. Alors, quelques bonnes pratiques par rapport à ça. Que je vais revenir sur ma petite présentation. Les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est évidemment d'insérer ce qu'on appelle les fameux boutons Call to Action. Alors, je vais y revenir dans un premier temps, mais l'idée, effectivement, c'est de faire attention au texte que vous allez employer. D'accord ? Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre l'objet et le contenu que vous avez dans votre newsletter et mettre des boutons Call to Action. Call to Action, c'est inciter les gens tout simplement à cliquer sur ces boutons. D'accord ? Si vous avez une newsletter qui n'a pas de bouton, on ne vous demande pas de réaliser quoi que ce soit, malheureusement, vous allez faire un flop entre guillemets, puisque les gens ne vont pas avoir envie de cliquer et d'en savoir plus. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de donner envie d'en savoir plus et de bien faire attention à la structure aussi de votre newsletter. L'idée, effectivement, quand vous travaillez sur des newsletters, c'est d'avoir une structure que l'on retrouve assez régulièrement. D'accord ? Une même structure pour que l'internaute qui reçoit votre newsletter ait l'habitude et se dise « Ok, c'est les mêmes codes couleurs que d'habitude, c'est la même typo que d'habitude, c'est la même tonalité que d'habitude, c'est la même structure que d'habitude. » Pensez aussi à soigner le footer. Le footer, c'est le pied de page dans lequel souvent on retrouve les informations de contact. C'est aussi là où on va retrouver les informations pour vous désinscrire. D'accord ? Donc, c'est très important de bien soigner cette partie. Pensez aussi à éviter certains mots qui sont souvent considérés comme des spams. D'accord ? Les mots qui tournent autour de l'argent, de la gratuité, de l'urgence, des remèdes miracles, des médicaments, des félicitations, si vous mettez « il n'y a aucun risque », etc. C'est des mots effectivement qui potentiellement vont être mal vus par les personnes qui vont recevoir votre emailing et ne vont pas les inciter à cliquer. Alors, je vais essayer de revenir du coup en parallèle sur ma newsletter. Voilà, on est revenu ici. Donc, je peux personnaliser mes différents éléments. Je peux évidemment supprimer mon logo et mon titre, par exemple. Je peux modifier la couleur de l'arrière-plan. Là, on voit qu'on a un fond Julien, un peu grisé. Julien, Oui. excuse-moi, on voit plus ton écran. Ah, OK. On Alors, voit pas plus de ton souci. partage d'écran. Merci, Tom. Je reviens là-dessus. Là, ça Voilà. devrait être réglé. Et une bonne journée. Donc, je reviens sur ce que je disais. On peut modifier, par exemple, la couleur de l'arrière-plan. Là, vous voyez qu'on a un fond gris et on va pouvoir le personnaliser. D'accord ? Pour effectivement faire le plus simple et pour ne pas faire d'erreur, prenez un fond blanc le plus neutre possible. D'accord ? Évitez tous les fonds de couleur, évitez tout ça, parce que c'est rarement bien vu effectivement par les internautes, ça pollue la lecture, etc. Donc prenez quelque chose de plus épuré possible. D'accord ? Donc je retape mon texte qui a été effacé entre-temps. Retrouver notre webinar. D'accord, avec le lien ici. Le lien, je peux le passer donc en hypertexte. Pourquoi je fais ça? C'est ça qui a fait planter tout à l'heure. Bref, vous avez vu comment on fonctionnait. Et ensuite, je vais pouvoir insérer mon contenu et insérer potentiellement aussi des boutons. D'accord? C'est-à-dire que les liens, vous pouvez ici les insérer directement dans votre texte, mais vous allez pouvoir aussi insérer directement des boutons. D'accord? Des boutons avec un texte que vous allez pouvoir personnaliser, comme par exemple « j'ai envie d'en savoir plus » ou j'ai envie de découvrir, je m'inscris à votre webinar. Donc là, j'ai inséré un bouton sur la gauche. Ce bouton, je peux personnaliser le texte. Je m'inscris au webinar, par exemple. Et pareil, ce bouton, je vais pouvoir changer la couleur
de mon bouton. Alors, je peux choisir les couleurs directement proposées par Sendinblue et comme je peux aussi insérer ma propre référence, si vous avez une charte graphique bien déterminée, je vais pouvoir l'intégrer directement ici. Oula, c'est moche. Une fois qu'on a fait ça, sur le bouton, je vais pouvoir mettre le lien vers l'inscription de mon webinar. Je peux régler bien sûr la hauteur de mon bouton, la taille de la police dans mon bouton. Est-ce que c'est arrondi, est-ce que c'est pas arrondi? Bref, après, vous pouvez vous amuser avec ces différents éléments de personnalisation, évidemment. Ok. Je disais tout à l'heure, très important, pensez à soigner typiquement le pied de page. Le pied de page, c'est cette partie-là où vous retrouvez les différents réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, Sendinblue vous propose différents thèmes par défaut. D'accord? Est-ce que vous voulez qu'il soit format arrondi, format carré, etc. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir intégrer les liens vers vos différents réseaux sociaux et cocher uniquement les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, par exemple. De la même façon, vous allez pouvoir personnaliser vos informations, votre adresse, votre email. Point important, en fonction du compte Sendinblue, si vous avez un compte gratuit, un compte payant, vous aurez toujours le logo Sendinblue ou non. En fonction du compte payant que vous avez, le logo Sendinblue disparaît. D'accord. Donc là, pareil, on voit que j'ai une galerie avec différents visuels. C'est pareil, à cet endroit, je vais pouvoir intégrer différentes photos, intégrer différents contenus et personnaliser le texte au fur et à mesure que l'on retrouve ici, d'accord, avec les différents boutons. Je peux aussi décider d'avoir un bloc d'images différent. Par exemple, je vais vouloir insérer un bloc d'images avec contenu sur le côté. Si je fais ça, bien sûr, je peux décider où est-ce que je veux afficher l'image. Est-ce que mon image est à gauche de mon contenu texte ou est-ce qu'il est à droite? Est-ce que la taille de l'image est petite ou au contraire, est-ce qu'il est un peu plus grand? Et ensuite, pareil, je vais pouvoir insérer directement mon visuel, modifier mon texte ici et personnaliser mon bouton. D'accord? Donc, vous voyez que c'est assez simple de prise en main. Pour ceux qui utilisent des plateformes comme Wix pour gérer leur site web, euh, concrètement, vous ne devriez pas être perdu pour personnaliser ce type de contenu. Une fois que vous avez réalisé votre newsletter, vous allez pouvoir envoyer un email de test. Ça, c'est très important d'envoyer un email de test, évidemment, avant d'envoyer votre contenu, pour être sûr que tout fonctionne bien. D'accord? Donc, quand vous cliquez en fait sur envoyer un email de test, il va pouvoir tout simplement vous proposer une fenêtre qui vous dit à quelle adresse email vous souhaitez l'envoyer. Vous renseignez votre adresse email et ça vous envoie un email de test qui vous permet d'être sûr que tout s'affiche bien directement dans votre boîte de réception. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur enregistrer et vous allez pouvoir quitter l'éditeur pour ensuite programmer justement la diffusion de votre newsletter. Alors, as-tu besoin absolument d'un site pour envoyer une newsletter ou c'est pour avoir d'abord le consentement? Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un site pour envoyer une newsletter. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez très bien rediriger, par exemple, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il faut avoir le consentement. Alors, ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C, hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Typiquement, si vous êtes en B2B, vous n'avez pas forcément d'avoir le consentement. Si vous êtes en B2C, vous allez peut-être récolter des adresses email via d'autres biais, sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram, sur un formulaire de contact que vous avez paramétré. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous n'avez pas besoin d'avoir un site pour envoyer une newsletter, bien au contraire. Une fois que vous allez enregistrer tous ces différents éléments, désolé, il mouline un peu, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir envoyer votre newsletter. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que vous allez retourner sur une page précédente où on avait la conception de notre newsletter. Et là, sur Sendinblue, vous ne pouvez pas envoyer en un seul clic directement votre newsletter. Il vous propose par défaut de la programmer. Ça évite les erreurs. Zut, j'ai cliqué et ma newsletter est partie. Mais dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, bien sûr, c'est de choisir auprès de quelle liste de diffusion vous souhaitez envoyer effectivement cette newsletter. D'accord? Est-ce que vous voulez l'envoyer à cette liste de diffusion prospect, une liste de diffusion client, une liste de diffusion partenaire? Si ce sont des clients, c'est potentiellement certains clients et pas d'autres clients. Donc, c'est ça que vous allez pouvoir choisir lorsque votre newsletter est fini d'être créé. Je suis désolé pour les délais de chargement. Mouline clairement aujourd'hui, enfin depuis quelques jours. OK, donc là, j'ai réalisé ma newsletter. Il me propose donc un aperçu, d'accord?
Et il me propose donc de passer à la prochaine étape, en haut à droite. La prochaine étape, on le voit ici, ça va être l'onglet destinataire. C'est-à-dire que si je n'ai pas de destinataire, évidemment, je ne vais pas pouvoir envoyer ma newsletter. Et donc là, on voit toutes mes listes de diffusion qu'on a sur le compte Monsieur Lucien. Et par exemple, je peux choisir une liste de diffusion, celle-ci, d'accord, où j'ai 7 destinataires dedans. C'est un peu juste 7 destinataires, mais je peux le faire. Et ensuite, je clique sur prochaine étape. Et c'est là où j'arrive dans cette phase de confirmation, où j'ai un coup d'œil en fait global sur toute ma campagne, l'objet de ma campagne, depuis quelle adresse email je l'envoie, la conception, donc un aperçu rapide, et ma liste de diffusion. D'accord. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux cliquer du coup sur programmer, c'est ce que je vous disais. Par défaut, ce n'est pas l'onglet envoyer, mais c'est l'onglet programmer. Et quand je clique sur programmer, là, je peux l'envoyer maintenant ou la programmer à une heure et une date précise. Pour l'insertion de GIF, c'est le même système que les images. Alors, tout à fait. Les GIFs, je vais essayer de revenir, mais alors là, j'ai peur qu'ils moulinent encore une fois. Vous pouvez les intégrer directement dans votre newsletter. Les GIFs, c'est OK. Par contre, vous n'allez pas pouvoir insérer de vidéo. D'accord. Point très important, sur les newsletters, vous ne pouvez pas insérer de vidéo. D'accord. Ça ne va pas fonctionner dans une newsletter, peu importe la plateforme que vous utilisez. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est de faire un petit montage où vous avez votre visuel avec le fameux bouton play dessus et quand les gens cliquent dessus, ils sont rebasculés vers votre vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur Vimeo, peu importe où vous voulez. Concernant les vidéos, si on insère une vidéo lors de l'ouverture de la newsletter, elle pourra être lue directement. Alors voilà, non, effectivement, elle ne pourra pas être lue. Vous ne pouvez pas effectivement mettre une vidéo dans votre newsletter. C'est uniquement une photo qui va être envoyée par la suite. On peut envoyer d'abord un premier test de newsletter. Tout à fait. Là, vous avez la possibilité d'envoyer un email test directement ici. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous créer une liste de diffusion où il n'y a que vous dans cette liste de diffusion. Ça permet de tester l'envoi de cette newsletter. Mais vous avez cette fonctionnalité qui va vous permettre effectivement d'envoyer un mail test pour être sûr que tout s'affiche correctement. En haut à gauche, vous avez aussi la possibilité de personnaliser. Vous voyez ici, pour avoir les différents formats sur tablette, sur mobile ou sur ordinateur pour voir comment cela peut s'afficher. Une fois que vous avez envoyé votre newsletter, une journée va passer, entre guillemets, et l'idée, bien sûr, c'est d'aller voir vos statistiques, ce que ça peut donner. Et ça, les outils vous le proposent. Donc, sur Sendinblue, on va avoir des statistiques par rapport au nombre de personnes qui ont ouvert votre newsletter, qui ont cliqué, qui se sont désinscrits, etc. On prend une campagne, par exemple, qu'on a réalisée en mars. On envoie en gros chez Monsieur Lucien une newsletter par mois, où il y a une synthèse d'actualité digitale, de nos actus, etc. Donc, on voit que cette newsletter, excusez-moi, a eu un taux d'ouverture de 25,85%. On a eu 200 cliqueurs, donc un taux d'ouverture de 5,45%, et on a eu 25 désinscrits. Si on va un peu plus loin, je vais être capable effectivement de savoir à combien de personnes elle a été délivrée. D'accord. Elle a été délivrée donc à 3632 personnes, on le voit ici. Et je vais pouvoir savoir aussi, dans les cliqueurs, quelles sont potentiellement les adresses mail qui ont cliqué dans ma newsletter. De la même façon, je peux savoir qui s'est désinscrit de ma newsletter. D'accord. Quand ils se désinscrivent de ma newsletter, ils se désinscrivent aussi de ma liste de diffusion. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand je vais renvoyer une newsletter, ils ne vont pas recevoir, du coup, évidemment, la nouvelle newsletter. Sinon, évidemment, ça n'aurait aucun intérêt. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça me permet d'avoir des statistiques. D'accord, je l'ai envoyé le jeudi 26 mars à 9h30 et on voit qu'on a des statistiques qui sont plutôt pas mauvaises. D'accord, puisqu'on a un taux d'ouverture de 25%, 200 clics, etc. Et en fonction de ça, je peux ensuite aller voir sur mon site web et me dire, bah, OK, est-ce que le 26 mars, j'ai le 26 ou 27 mars, est-ce que j'ai un pic de trafic sur mon site web et est-ce que potentiellement, il est lié à cette newsletter ou non. D'accord. Donc ça, ce serait potentiellement sur Google Analytics. Donc c'est un autre sujet, mais qui me permettrait de savoir effectivement, est-ce que ma newsletter a fonctionné ou non. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de statistiques. L'idée, ce n'est pas de regarder uniquement de façon globale, mais d'aller un peu plus loin dans le détail. Et là, je vois typiquement que cette newsletter, c'était l'annonce justement des webinaires gratuits, donc ce qui explique pourquoi potentiellement une newsletter fonctionne bien. Pareil, de la même façon, je peux regarder les liens cliqués pour savoir quels sont les liens qui ont été les plus cliqués. D'accord, je vois que j'ai eu 720 clics
dans ma newsletter. Donc, potentiellement, des personnes ont cliqué à différents endroits ou sont revenues ensuite pour cliquer. Et c'est ça qui va être intéressant dans mes statistiques pour apprendre en fait de ma liste de diffusion et savoir quel contenu les intéresse plus particulièrement. D'accord ? Donc, si je descends, je vois typiquement que ce sont les liens qui parlaient des webinars de Monsieur Lucien qui a généré le plus d'intérêt. D'accord. Et a priori, il y a un webinar en particulier, c'est les étapes pour créer son site sur WordPress qui a particulièrement été cliqué avec 48 clics. Est-ce qu'il faut faire une manip particulière en amont pour que les personnes désinscrites soient supprimées de notre base de données ou c'est automatique ? C'est automatique. C'est automatique. Dès que les personnes se désinscrivent, elles se désinscrivent aussi de votre liste de diffusion. Alors, est-ce que ça a chargé? Voilà. Là, je vois, par exemple, ce sont les personnes qui ont cliqué. Donc là, je vois que toutes ces personnes-là ont cliqué sur ma newsletter. Donc, potentiellement, je peux apprendre de ça. D'accord? Si les personnes ont cliqué, c'est potentiellement que ça les a intéressées. Alors, il y a aussi dedans les personnes qui se sont désinscrites parce qu'elles ont forcément cliqué quelque part pour se désinscrire. Mais potentiellement, si elles ont cliqué et qu'elles sont intéressées, je peux me dire, tiens, j'ai ces contacts, il y en a 198. Je vais peut-être faire un export de ces contacts pour leur proposer un nouveau contenu. Parce qu'a priori, s'ils ont cliqué, c'est qu'ils sont intéressés. Donc, je vais les solliciter avec une nouvelle newsletter ou un nouveau mailing pour leur proposer un nouveau webinar ou un nouveau contenu en lien avec le digital. Hop. Voilà en gros pour la partie Sendinblue. Je vais revenir maintenant sur ma petite présentation pour finir ce webinar. Ce qui est vraiment important, une fois que vous avez envoyé votre campagne de publicité, c'est d'analyser ces retombées. Sinon, c'est ce que je disais, ça a beaucoup moins d'intérêt. Ce qu'on va regarder, évidemment, c'est le taux d'ouverture. Bref, ça, on pourra vous envoyer effectivement ce document pour que vous ayez ce petit rappel. On n'est pas allé dans certains éléments, mais il y a évidemment d'autres possibilités qu'on peut faire avec les newsletters. Vous pouvez aussi typiquement les personnaliser. Personnaliser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous récoltez des informations, des noms, des prénoms, des adresses email, des noms d'entreprise, je peux envoyer ensuite mes newsletters et les personnaliser. Ce qui fait tout simplement que vous allez recevoir une newsletter qui vous dit « Bonjour Julien », d'accord? Ou qui va être personnalisée avec le nom de votre entreprise. Évidemment, dès que vous avez un contenu qui est personnalisé, vous avez beaucoup plus de chances que la personne en face l'ouvre et clique dessus. D'accord ? Et cette personnalisation, vous pouvez la faire directement dans l'objet de votre mail, mais vous pouvez la faire aussi dans le corps de votre mail, à n'importe quel endroit de votre mail. C'est potentiellement un sujet qu'on pourrait traiter dans un autre webinaire. En fait, pour personnaliser un grand nombre, c'est quand on est sur la partie création de la newsletter, comme on l'a vu tout à l'heure, où je pouvais rédiger mon texte, j'insère en fait un élément de personnalisation qui est récupéré dans mes bases de données, d'accord ? Et je dis, là, je veux que après le mot bonjour, je veux que vous affichiez par exemple le prénom, d'accord ? Donc, peu importe en fait le nombre à qui vous souhaitez le personnaliser, vous pouvez personnaliser pour 10 personnes, 100, 1000, 10 000, 5000, 100 000, peu importe. La seule condition, c'est d'avoir récupéré les informations sur lesquelles vous souhaitez personnaliser. D'accord ? Parce que si vous souhaitez, par exemple, personnaliser votre mail en disant je veux dire à chaque fois « Bonjour, madame untel », mais que à chaque fois, vous n'avez pas le prénom, ça va faire que bonjour madame ou que bonjour monsieur. Alors, ce n'est pas très grave, c'est exploitable, mais l'idée potentiellement, c'est peut-être d'avoir bonjour madame avec le nom de famille ou bonjour madame avec le prénom, etc. Donc, il faut bien sûr récupérer les informations en amont, d'où l'idée effectivement de récupérer prénom, nom, email, nom d'entreprise, etc. au fur et à mesure. J'arrive à la fin de ce webinaire. Sachez que sur Sendinblue, il y a d'autres possibilités. Je parlais de personnalisation, mais on peut aussi automatiser, programmer tout ça pour gagner en efficacité. Vous pouvez aussi envoyer des SMS avec Sendinblue. C'est pour ça que potentiellement, vous pouvez récupérer des numéros de téléphone. Petite information, si vous voulez recevoir nos actus digitales, c'est-à-dire qu'une fois par mois, une fois par semaine, le mardi, on envoie 3 actus digitales sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous ajouter sur WhatsApp. Il suffit de nous envoyer le mot-clé pizza au 01 79 73 41 44. Ça se fait très facilement, comme quand vous envoyez un WhatsApp. Vous enregistrez notre numéro de téléphone et vous envoyez le mot-clé pizza. Et tous les mardis, vous recevez 3 actus digitales. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire facilement, sans aucun problème.
Alors, Virginie me pose une question. Comment se constituer une base de données quand on part de zéro, lancement de boîte, etc. Alors, l'achat, ce n'est pas du tout quelque chose que je recommande parce que l'achat de base de données, c'est quelque chose qui ne va pas du tout être précis. Euh, La base de données, c'est typiquement mettre en place un formulaire de contact sur votre site internet ou un formulaire de contact sur Sendinblue. Sur Sendinblue, il vous propose de mettre en place un formulaire de contact, ce qui fait que les personnes qui renseignent nom, prénom, email vont ensuite être intégrées dans votre base de données. Pour constituer une base de données, souvent, il faut proposer quelque chose en échange. Nous, on constitue une base de données quand on propose des webinaires gratuits. Il y a eu plus de 1000 inscrits sur les 8 webinaires qu'on a mis en place chez Monsieur Lucien. Voilà, ça constitue une base de données parce qu'en fait, on propose des webinaires gratuits. Vous pouvez proposer un livre blanc, vous pouvez proposer du contenu que vous allez mettre à disposition. En échange, il faut récupérer, par exemple, une adresse email. Ça peut être une bonne chose. Ensuite, si vous lancez votre société, votre base de données, au début, ça va être peut-être les partenaires que vous allez mettre dedans. Il va y en avoir 5, 10. Ça va peut-être être vos premiers clients, vos premiers prospects que vous allez intégrer directement dedans et que vous allez constituer au fur et à mesure du temps. D'accord ? Effectivement, Monsieur Lucien, on a 6000 contacts au total, mais ça fait aussi 5 ans qu'on existe. Donc, évidemment, il y a eu un travail. Au début, je suis parti. C'était potentiellement mes proches qui étaient dans ma base de données. Donc, j'avais 150 contacts. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a pu étoffer tout ça. Avant de finir ce webinaire, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vous parle du projet qu'on a lancé avec une agence partenaire qui s'appelle La Boîte à Donuts, qui s'appelle On se voit demain. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler. Ça vous permet en fait de soutenir les commerçants. Donc, si vous êtes commerçant, vous pouvez vous inscrire directement sur la plateforme, c'est gratuit, et vous allez pouvoir proposer des bons d'achat que vos clients vont pouvoir acheter. L'idée, tout simplement, c'est d'avoir une trésorerie qui permette de vivre un peu en ces temps difficiles. Donc, c'est un projet complètement bénévole. Si vous êtes commerçant, vous pouvez vous inscrire dessus. Si vous êtes client consommateur, vous pouvez en parler à votre commerçant. S'il est déjà dessus, vous pouvez évidemment acheter des bons d'achat. Si vous avez des contacts qui sont intéressés par relayer l'information, surtout, n'hésitez pas à en parler. On essaye effectivement de filer un coup de main à ces commerçants qui peuvent être très impactés pendant cette période et peu importe le secteur d'activité. Alors, j'ai une question. En B2B, le blog se désinscrire n'est donc pas nécessaire, si j'ai bien compris. Si, il faut le mettre. Il faut le mettre, très honnêtement. Vous devez le mettre. Vous devez donner la possibilité à n'importe qui de se désinscrire très facilement de vos newsletters. Très honnêtement, les newsletters qui n'ont pas de bouton désinscrire, moi j'en reçois. Je les signale comme spam, je les bloque. Parfois, j'en signale effectivement parce que tout simplement, ce n'est pas honnête de ne pas laisser la possibilité aux personnes de se désinscrire en un clic. Si vous voulez vraiment être très transparent, chez Monsieur Lucien, une fois par an, nous on envoie une newsletter à toute notre base de données et c'est tout simplement, est-ce que vous souhaitez continuer de recevoir nos newsletters? Et il y a un gros bouton, se désinscrire en plein milieu de la newsletter. D'accord? On veut vraiment que ça soit le plus simple possible, que les personnes puissent se désinscrire si elles n'ont aucun intérêt à recevoir les actus de Monsieur Lucien. Merci pour vos retours qui sont déjà positifs. Alors, qu'en est-il du côté responsive de l'email? Ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que l'avantage de ces plateformes, Sendinblue, Mailchimp, Mailjet, Sarbacane, l'éditeur dans lequel vous construisez votre mailing va automatiquement être adapté à tous les formats, que ce soit smartphone, tablette, etc. Donc, merci pour votre participation. Vous avez eu dans le chat un lien pour s'inscrire au WhatsApp, pour l'enquête aussi de satisfaction que vous allez aussi recevoir par mail. S'il vous plaît, si vous avez 2 minutes pour remplir cette enquête de satisfaction, ça serait super pour qu'on puisse améliorer tout ça. J'en ai pas parlé, mais nous pouvons mettre en place des newsletters pour votre entreprise si vous en avez un besoin. C'est quelque chose qu'on va facturer à partir de 200 €, la gestion de vos bases de données, l'envoi de vos newsletters, etc. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, vous allez pouvoir retrouver donc, ce replay directement sur notre chaîne YouTube dans la journée, le temps qu'on mette en place tout ça. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos encouragements. Merci pour tous ces petits mots positifs. Prenez bien soin de vous, en tout cas. Et puis, j'espère à très bientôt. Tchuss!